à tous et bienvenue sur, Tandem, TV. Bonjour Jean-Pierre Yeddo. Bonjour, tout le monde. Alors vous êtes né à Tlemcen, vous êtes originaire, d'Algérie depuis 26 siècles, vous nous dites, par votre mère juive et depuis 4 générations par votre père d'origine espagnole. Mais vous avez dû quitter l'Algérie en 93 suite à des menaces islamistes et vous nous direz tout à l'heure pourquoi. Vous vivez en Israël donc depuis 2011. Vous êtes réalisateur de cinéma. Vos films sont tous consacrés à l'échec du rêve d'une Algérie indépendante et multiethnique. Le dernier film, Algérie, histoire à ne pas dire, a été interdit en Algérie en 2007 et le demeure toujours aujourd'hui. Mais avant de commencer donc à parler de l'Algérie, je voudrais, toujours sur l'Algérie, vous faire réagir sur 3 déclarations. La première, qui ne sont pas de moi, hein, celle de Bruno Retailleau: «L'Algérie humilie et agresse la France». La deuxième, celle d'Éric Ciotti, un député et homme politique français, le premier aussi d'ailleurs: «L'Algérie est un voyou». La troisième, celle du fils d'un ancien président de la République, c'est pire, c'est Louis Sarkozy, qui dit: «Il faut brûler l'ambassade d'Algérie». Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations? Toutes ces déclarations sont arrivées, ces derniers temps, en fait, c'est suite à l'arrestation de l'écrivain algérien, franco-algérien, puisqu'il a obtenu la nationalité française il y a pas très longtemps. Il s'agit de Boualem Sansal, qui, le 16 novembre, 2024 de l'année passée, donc ça fait à peu près 5 mois, a été arrêté en arrivant à Alger et depuis il est en prison. Alors bon, pour le fait d'avoir, le fait d'avoir, arrêté et depuis avoir requis, 10 ans de prison pour un écrivain, pour, des propos qu'il aurait tenus Et par rapport condamné à 5 ans. et et une semaine après, sans vraiment sans qu'il ait de la possibilité d'avoir, un avocat de défense, Oui, parce qu'il heu, est juif. Ils ont dit ça parce qu'il ça est juif. Ça a été parce que a-t-on dit, lui a-t-on dit à Sansal, qu'il était juif et qu'il valait mieux qu'il change d'avocat. Donc pour toutes ces raisons, heu c il y a eu ça a déclenché évidemment, On va évidemment en reparler, seulement franchement, elles sont surtout pour celle de Louis Sarkozy, elles sont un peu violentes quand même. Il faut brûler l'ambassade d'Algérie, aller jusque-là, il faut je pense qu'il va un peu loin. C'est pour ça que je voulais vous faire réagir un peu à cela. Mais on va commencer par vous, hein, en tout bien, tout honneur. Vous avez quitté l'Algérie, je le disais, en 93, c'est-à-dire que vous avez vécu donc dans ce pays entre 62 et 93 et vous l'avez quitté donc en 93 suite à des menaces islamistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter si vous le voulez? oui, c'est enfin, ça serait long, à tout Non, dire, mais oui, bien sûr, mais je vais essayer en d'aller à en peu de l'essentiel. temps. Oui, Bon, j'ai écrit un livre qui s'appelle «Le voyage interdit d'Alger à Jérusalem». c'est Et vrai. bon, là, je m'explique évidemment très longuement sur tout ça, mais si vous voulez, bon, au moment de l'indépendance en 1962, mon père a décidé de rester en Algérie. Mon père était communiste, il était pour l'indépendance, mais il était évidemment, comme tous les communistes d'ailleurs, pour une indépendance avec, tout le monde, si je puis dire, c'est-à-dire avec les chrétiens, avec les juifs et pas seulement une Algérie arabo-musulmane, comme le voulaient depuis très longtemps d'ailleurs, les partis nationalistes. Alors, en 62 donc, ça s'est pas passé comme ça. 1 000 000 de juifs et de chrétiens ont quitté subitement, l'Algérie, ça a changé complètement le paysage, humain. Moi, ça m'a peu j'étais enfant, bon, j'avais 14 ans et demi. Ça m'a J'ai eu un malaise parce que, vous savez, du jour au lendemain comme ça, vous avez un paysage humain qui change complètement. Ma mère disait à mon père, que on a toute la famille côté maternelle ou paternelle était partie en France.
Mon père, non, il voulait rester parce que je pense qu'il ne voulait pas accepter, une défaite, en fait. Oui, parce que vous êtes resté plus de 30 ans, quoi. Entre le 62 et 93, ça fait plus de 30 ans. Alors pour moi, oui. Alors après, heu, en fait, j'ai voulu savoir si je pouvais me considérer comme un Français. Donc j'ai après mon bac, je suis allé en France, soi-disant pour étudier, mais c'était surtout pour tester et très rapidement, je me suis dit: «Non, je suis pas français, je me sens pas français» et donc je me suis inscrit dans l'algérianité, si on peut dire, à partir de ce moment-là, à travers des organisations politiques essentiellement, c'est-à-dire un parti, équivalent du parti communiste qui était devenu le parti d'avant-garde socialiste et puis aussi les étudiants. Il faut savoir qu'en 65, il y a eu un coup d'État, enfin on en Algérie, que l'organisation des étudiants était la seule à s'être opposée à ce coup d'État et depuis, donc c'était, être étudiant, et être dans cette organisation d'étudiants, c'était être dans la contestation. Voilà, donc j'ai vécu comme ça. Après, j'ai fait des études de cinéma à Moscou et après, je me suis marié à Moscou avec une Algérienne et je suis rentré après en Algérie. J'ai demandé tout de suite la nationalité algérienne parce que, heu, i dans mon cas, il fallait la demander, hein. Vous savez que le code de la nationalité en Algérie, c'est après l'indépendance, c'était que si vous êtes musulman, vous êtes automatiquement algérien et si vous n'êtes pas musulman, il faut faire tout un dossier et cetera. Ce que j'ai fait et en fait, on a tout fait pour ne pas me la donner. Ça a duré 4 ans et c'est grâce à un très gros piston que je suis arrivé à avoir cette Que nationalité. c'était votre judaïté, votre judaïsme ou votre ascendance judaïque ou c'était quoi? Pourquoi il le refusait? Parce que vous n'étiez pas musulman, point barre. Ah oui, parce que j'étais pas musulman, il fallait que je remplisse un OK. dossier, Ouais, ouais. heu, voilà et ce dossier pouvait être accepté ou refusé. Pendant 4 ans, personne ne me donnait de réponse et cetera. Finalement, je l'ai eu. Mais en fait, voilà, donc la France pour moi n'était pas mon pays. Je savais pas que j'avais un pays en fait, je savais pas que j'avais Israël. Voilà. Et donc c'est bien plus tard, donc évidemment quand je quitte l'Algérie en 93, c'est parce que je suis menacé directement par, les islamistes. En 93, vous savez, le fils qui devient, enfin qui a une organisation qui s'appelle le GIA, les groupes islamiques armés, vont déclencher une guerre civile et les premières cibles, ça va être les intellectuels. D'ailleurs, on leur réserve une journée dans la semaine, c'est le mardi. Tous les mardis, il y a un intellectuel qui est assassiné. Le premier, c'était un très grand écrivain qui s'appelait Tahar, Djaout. Et suite à ça, j'étais un des des animateurs même, d'une association d'une association qu'on a créée qui s'appelait, Tahar Djaoud justement et là, nous avons reçu des 6 d'entre nous ont reçu des menaces De heu, mort. de mort et la police nous a dit qu'on devait être protégés. Voilà, ça s'est passé comme ça et puis tout le monde disait que le 5 juillet, 93, c'est-à-dire le 5 juillet, vous savez, c'est la fête de l'indépendance, en Algérie. On disait que le 5 juillet, il allait y avoir, beaucoup de gens qui seraient assassinés, Oh là! dont moi et donc bon, je suis parti le 30 juin et effectivement, le 5 juillet, il y a des gens qui sont venus, à la maison, soi-disant des policiers, mais c'était Le pas des GIA. policiers, c'était voilà. Donc voilà, je me suis retrouvé en France et voilà donc alors je suis très reconnaissant à la France, de m'avoir accueilli et cetera, mais toujours je ne me sentais pas français et quand j'ai fait un film, le dernier film que j'ai fait sur l'Algérie, il s'appelle, «Algérie, histoire à ne pas dire». C'est un film qui a été interdit, comme vous l'avez dit, en 2007 et là, j'étais à Toronto, il y a une délégation israélienne qui était là, qui a vu le film et ils m'ont fait dire par quelqu'un, pas directement, si je voulais bien donner un DVD pour, le festival de Jérusalem qui se tenait, en 2008, en juillet 2008. Bon, j'ai beaucoup hésité, mais quand même je leur ai donné. Je me suis dit: «Mon film est interdit». Tout le monde, m'a tapé dessus, y compris mes amis, heu, communistes, algériens et cetera, pour avoir fait ce film. En fait, ce film, c'est un film où on montre que du début de la guerre jusqu'à la fin, le FLN a pratiqué une politique de terreur, qui avait un but,
qui avait un but, c'était de faire partir tous les non-musulmans, si possible avant même l'indépendance, voilà, et ils y sont arrivés. Donc je me suis dit: «Voilà, ton film a été interdit, tes copains t'ont tapé dessus. Bon, alors réfléchis avec ta tête, tu y vas et puis tu verras bien qu'est-ce que c'est Israël». Parce qu'évidemment la question d'Israël était une question complètement occultée. C'est-à-dire jamais, jamais elle a été traitée, ni dans ma famille, ni, Pourquoi? Parce que vous étiez moi. communiste? C'était lié à votre, idéologie communiste? Oui, oui, on peut dire ça parce que, quand j'ai dit à ma fille, bien plus tard: «Mais qu'est-ce que je vous disais quand vous étiez petit?» Alors, elle savait qu'ils avaient une grand-mère juive, heu, elle me dit: «Ben, tu nous disais que les juifs, il fallait pas confondre les juifs avec les sionistes». Voilà. Et mais, en fait, en dehors de ça, il faut dire que dans la période que j'ai vécue moi, en tout cas en Algérie, il y a jamais eu des grosses manifestations contre Israël et cetera. Il y a eu en 67, ils ont brûlé le centre culturel, américain, mais moi j'étais à Paris à ce moment, j'ai pas vu, hein, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Donc ça, c'est important. Ceci dit, vous savez, c'était complètement je voulais pas voir aussi, hein, sans doute, hein, parce qu'il y a une écrivaine qui s'appelle Lynn Meller, un jour, elle était en Algérie et c'est elle qui s'occupait de la communauté juive jusqu'à la fin avec son frère, qui s'appelait Roger Saïd. Et elle a fait une conférence à l'Institut Lunsfeld sur l'antisémitisme en Algérie et pendant 1 heure, elle a parlé de ça avec des citations de journaux. Ces journaux, moi, je les lisais et c'est comme si tout ce qu'elle disait, comme si c'était un autre pays. C'est comme si j'avais pas vécu ça, que si j'avais pas lu ces journaux. Évidemment, j'avais ces journaux, mais en fait, tout ça était complètement occulté. Et en 2008, alors effectivement, en 2008, je viens en Israël, heu, poussé aussi par ma fille qui me dit: «Nous avons une famille», parce qu'effectivement le frère de ma mère habitait à Ashdod, depuis 1961 et donc j'ai mis les pi donc j'ai accepté en me disant: «Bon, si Israël c'est comme on me l'avait dit, eh ben, je reviendrai plus et puis si c'est le contraire, je changerai d'opinion», tout simplement. D'accord. Comme j'avais changé d'opinion par rapport au FLN et tout ça, en faisant mon dernier film, voilà. Et Et donc et en est et en arrivé 2011 et en 2011, vous vous installez en Israël? et oui, d'abord, je dois dire qu'en 2008, bon, c'était le coup de foudre, si on peut dire, c'était comme en fait, si je devais utiliser une image, c'est comme une terre, vous savez, aride, qui est complètement, cassée et cetera et puis tout d'un coup, elle reçoit de la pluie, voilà, il y avait i je me suis, j'ai été absorbé ou complètement j'ai absorbé, je ne sais pas dans quel sens, en fait, Israël. C'était le pays, qui me manquait, enfin le pays. L'Algérie, j'avais voulu que ce soit mon pays, mais ça n'a pas été. Je pourrais pour vous raconter beaucoup d'anecdotes là-dessus, mais enfin, une seule. En 90, c'était déjà le pluralisme, donc la télévision algérienne, pour la première fois depuis 1976, m'interviewait et me demandait, «Qui vous êtes, monsieur Jean-Pierre Yeddo?» Bon, alors j'ai commencé à parler de mon père, sur le catalan, le nom, Yeddo. Puis ensuite, j'ai parlé de ma mère, je crois même que j'ai pas osé dire vraiment qu'elle était juive, j'ai dû dire qu'elle était judéo-berbère, voilà. Et puis j'atténuais la chose alors que du côté de ma mère, il y a absolument rien de berbère, bon. Et le lendemain, la voisine et pourtant son mari était dans le même parti que moi, sa voisine disait à mon fils: «Sale juif». Voilà. Ouais, d'accord. Donc heu, c'est quelque chose évidemment qui c'est l'antisémitisme, je l'ai rencontré, je parle de l'antisémitisme profond, hein, dans un lorsque j'ai tourné le film justement Algérie, histoire à ne pas dire à Constantine, heu, La ville de j'avais mes ancêtres, la ville de comment? mes la ville de mes ancêtres. Ah oui, d'accord. Alors en fait, c'était un film où c'était une partie, c'est la troisième partie du film, il y en a 4 où, je m'inté je le personnage principal, c'était Raymond Léris, le Oui, musicien, grand musicien. musicien de Mandalou. Cher Raymond. Il aimait beaucoup aller dans le plus vieux hammam de Constantine, c'était Degouj, il s'appelle, ce hammam et celui qui s'occupait de lui, il était un jeune à l'époque, qui avait 18 ans, maintenant c'était devenu, le patron.
Alors on lui a demandé: «Alors les Juifs et les Arabes, se mêlaient dans le hammam?» Ah, il dit: «Ah non, il y avait des heures pour les Juifs et des heures pour les Arabes». Et Déjà à il l'époque. ajoute et il ajoute il ajoute: «Vous savez, les Juifs, ils ont une odeur». Ouais, Voilà. ouais. Mais alors, d'ailleurs, ma chef monteuse à l'époque, qui était tunisienne, elle m'a supplié d'enlever ça. J'ai dit: «Non, je ne peux pas l'enlever parce que, c'est intéressant dans le sens où ça montre qu'il y a un antisémitisme, profond, Un populaire, racisme, si je puis un dire. C'est pas racisme. simplement Ouais. des politiciens et cetera, non, c'est plus grave parce que ça touche au peuple très profondément». Dites-moi, Jean-Pierre Ledo, toute votre famille maintenant vit, en Israël? Alors, Enfin, je que notre votre ami famille, qui votre épouse et vos enfants? alors mon épouse, j'ai divorcé, D'accord. avant de venir, parce que voilà, il y avait des problèmes entre nous, hein, mais c'était pas à cause de ma judéité ou d'Israël et cetera, hein. Ma femme était algérienne, mais c'était pour d'autres raisons. Enfin, tout simplement, il y a des couples qui se séparent au bout d'un certain moment. Ça nous est arrivé. Alors j'ai une fille qui habite en France et qui participe au dernier film que j'ai fait, qui s'appelle «Israël, le voyage interdit». Et donc elle tenait absolument à être avec moi pour ce film et donc c'est un film que nous avons fait ensemble, nous c'est un film qui est fait d'entretien en fait. Je parcours, Israël du nord au sud, d'est en ouest. Je rencontre des gens et en même temps, j'essaye de comprendre pourquoi, j'ai j'avais exclu, pourquoi j'avais, occulté Israël et ce que je pensais, d'Israël avant, je le confronte à ce que je vois avec ma caméra pendant que je tourne et donc nous entretenons avec des gens différentes, c'était passionnant et elle fait partie, disons elle interroge, elle questionne et elle dit aussi ce qu'elle pense. Voilà, j'ai un fils alors lui, il a en 1999, il a voulu retourner en Algérie et je dois dire que bon, nos relations ne sont pas très bonnes, n'ont jamais été très bonnes, mais avec Israël, elles ont complètement, disons, Disparu. c'est nous n'avons plus quasiment plus de Donc rela un fils en Algérie et votre fille qui, elle, vit en France. oui. Alors revenons maintenant plutôt à ce qui, nous intéresse, en premier chef, c'est-à-dire les relations entre, l'Algérie et la France. Je voudrais que vous nous expliquiez quelle est, en fait, ou quelles sont les origines du conflit entre la France et Israël. Est-ce que c'est uniquement l'histoire du Sahara occidental? Entre l'Algérie, vous voulez dire? Entre l'Algérie, oui, OK oui, l'Algérie et la France, oui. et entre l'Algérie et entre Et la l'Algérie France. et la France. Heu, Quelles sont les bon origines de ce conflit qui perdure encore aujourd'hui? Faut en bon, parler. les origines du conflit, si vous voulez, il y en je dirais que normalement l'origine, bon, c'était la colonisation, heu, il y a eu une guerre, l'Algérie, enfin le mouvement qui a mené cette guerre a obtenu l'indépendance parce que De Gaulle, à l'époque, voulait se débarrasser du problème algérien. C'est pas véritablement parce que, l'armée de l'ALN, aurait remporté la victoire comme l'ont fait par exemple les Vietnamiens, hein. C'était pas du tout ce scénario. Au contraire, c'était, l'armée française qui dominait complètement. Bon, donc là, il y a eu l'indépendance et depuis cette époque, elle est arrivée cette indépendance d'ailleurs à travers ce qu'on a appelé les accords d'Évian, hein, ou les accords d'Évian. Alors en fait, ils ont duré à peu près 3 ans, de négociations parce que la France disait: «Le Sahara, il sera français et puis il faut que toutes les populations, donc chrétiennes et juives et cetera, puissent devenir, algériens avec l'indépendance comme les musulmans». Ça a duré 3 ans les négociations à cause de ces 2 choses et essentiellement et finalement, heu, l'Algérie, rest et le FLN est resté ferme: «Non, le Sahara, il sera algérien» et puis, finalement, quand dans ces accords d'Évian, on disait que, heu, la France pourrait bénéficier du pétrole pendant 10 ans,
Donc finalement, la France a accepté et elle a accepté aussi que, on ne donne pas la nationalité algérienne automatiquement à toutes les populations. Voilà. Donc, à partir de là, on peut dire qu'effectivement le FLN, même si, la direction suprême algérienne avait à l'époque refusé de reconnaître les accords d'Évian, mais bon voilà, ça s'est passé comme ça. Et depuis ce temps-là, alors, depuis ce temps-là, le pouvoir algérien, si vous voulez, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, y compris si on reparle encore, j'espère, on va parler un peu de comment ça s'est passé pour Boualem Sansal, Bien mais sûr, mais si vous voulez, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la légitimité du pouvoir algérien depuis 62 jusqu'à maintenant, c'est, disons, c'est une légitimité qui se veut historique. C'est-à-dire nous avons, combattu la France, nous avons obtenu l'indépendance et par conséquent, voilà notre légitimité. Sauf que, alors, cette légitimité, elle est combattue, de 2 manières. Elle est combattue par les islamistes qui disent, eux, l'islam, nous devons revenir à l'islam et cetera, et ce mouvement islamiste, profitant de disons de l'incurie des pouvoirs publics, dans les années, 80 et 90, a eu, une montée en flèche jusqu'au moment où il y a eu le pluralisme. On a autorisé les islamistes à se présenter alors que normalement la constitution algérienne disait: «On ne peut pas créer de parti politique, sur la base de la langue ou de la religion». Eh bien, ils ont gagné les élections communales, 4 millions de voix et cetera, et ils allaient gagner les élections législatives, en 91. Et finalement, c'est comme ça qu'il y a eu une sorte, disons, de coup d'État masqué, si on peut dire. Heu, L'armée a fait démissionner le président de la République, il y a et donc on a interrompu finalement le processus électoral. Mais, à l'époque, les islamistes auraient eu 2/3 des voix au parlement et à ce titre-là, ils auraient pu décréter sans besoin d'un référendum que l'Algérie était comme l'Iran, par exemple, une république islamique. Alors, les islamistes, étaient les plus forts, ils demeurent les plus forts. Si aujourd'hui il y avait des élections libres en Algérie, ils gagneraient sans doute. Donc ça, là, si vous voulez, le nationalisme, l'idéologie nationaliste, elle est mise en cause par l'islamisme, mais elle est aussi mise en cause par l'incurie, si je puis dire. C'est-à-dire que nous avons un pays aujourd'hui avec, je crois, à peu près 46 ou 47 millions d'habitants, c'est énorme. En bien sûr. 62, Mmh. c'était 9 millions de musulmans. Aujourd'hui, c'est 47 millions et l'Algérie est tout simplement incapable, aujourd'hui, malgré toutes ces richesses extraordinaires et de nourrir sa population. Donc en même temps, il y a la rente pétrolière qui permet justement, qu'il n'y ait pas trop, de pauvreté, si vous voulez, au point où il y aurait une explosion comme ça s'était passé en Égypte, par exemple, la révolte du pain, hein, il y a déjà plusieurs 2 décennies, je crois. Non, alors avec le pétrole, l'Algérie achète les consciences. Elle achète elle corrompt en fait le Oui, peuple. c'est un pays qui est un pouvoir qui est corrompu jusqu'à l'os, on peut dire. Le pouvoir est corrompu parce que, vous savez, ceux qui dirigent justement le pays, c'est, l'armée, et quand C'est je dis ça. l'armée, c'est pas l'armée en général, c'est les services de sécurité, hein. OK. Bon, ce sont les services de sécurité qui nomment le président de la République, ce sont les services de sécurité qui nomment les ministres, ce sont les services de sécurité qui nomment tous les directeurs d'entreprises importantes nationales, hein, qui ne sont pas privées, nationales. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un directeur puisse ne pas être de la sécurité militaire s'il est, le directeur d'une entreprise importante. Ça, c'est impossible. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Le président Tebboune actuel a été choisi par l'armée et cetera et cetera. Donc voilà la raison. Alors, le nationalisme est fondamental. Ce que je veux dire, c'est que le nationalisme, l'idéologie nationaliste, c'est le ciment, de l'Algérie, surtout pour un pays qui reste un pays très fragmenté socialement. C'est-à-dire que l'Algérie, c'est toujours, les clans et les tribus, hein. Il y a en 2005, je crois, quelque chose comme ça, il y avait un ex-premier ministre qui était d'ailleurs un des meilleurs, un des plus intelligents hommes politiques de l'Algérie,
qui n'est pas mort, donc c'est Mouloud Hamrouche. Il avait dit, «En Algérie, aujourd'hui, il n'y a pas de politique, il y a que des clans». Il dit: «Pour avoir de la politique en Algérie, il faut remonter aux années 40». Vous imaginez? C'est-à-dire du temps de la colonisation. Et effectivement, il y avait à cette époque, il y avait des partis politiques, y compris nationalistes, et cetera. Donc si je vous suis, le différend sur le Sahara occidental avec le Maroc c'est mineur, alors c'est un prétexte pour, dire pour que les autorités algériennes disent au gouvernement français: «Vous avez pris position pour le Maroc, donc on est en désaccord avec vous». Ce n'est qu'un prétexte? Oui, c'est-à-dire qu'avec le Maroc, c'est toute la position par rapport au Maroc. Bon, il y a le Maroc, quand l'Espagne est partie du Sahara occidental, donc le Maroc a pris a eu cette partie comme une partie de son territoire et à ce moment-là, l'Algérie s'y est opposée. Alors bon, alors il y a les la population du Sahara occidental, elle aurait pu être consultée par, référendum et cetera. Pourquoi l'Algérie a fait du Sahara occidental un problème tel qu'elle a rompu les relations diplomatiques avec le Maroc? Elle aurait pu soutenir, comme on soutient tel ou tel mouvement de libération. La Chine a soutenu, le Vietnam, l'Union soviétique à l'époque aussi. Pour autant, ils ont pas rompu les relations avec les États-Unis ou, voilà donc, pourquoi l'Algérie? Alors il faut savoir aussi qu'il y a un contentieux, très ancien entre le Maroc et l'Algérie. C'est le fait qu'a soulevé justement c'est la chose qu'a soulevé Boualem Sansal lorsqu'il avant de qui a été le prétexte justement pour, le mettre en tôle. C'est qu'il a dit, quelques jours avant d'être arrêté, il avait dit: «Vous savez, c'est difficile de coloniser un pays, un ancien pays, un pays, qui était une nation, enfin qui était, ou du moins un royaume très ancien, c'est le Maroc. Effectivement, vous savez, le Maroc, c'est une royauté, une monarchie, une des plus anciennes dans le monde, hein, et il y a eu une monarchie au Maroc avant même une monarchie en France, par exemple. Et donc c'était Idriss, 1er, je crois que c'était en 789, quelque chose comme ça. Et donc il a dit ça et puis, et il a dit: «C'est plus facile de coloniser des petits trucs». Alors effectivement, en parlant de l'Algérie, ça n'a pas plu aux autorités, mais la réalité est que, si vous voulez, l'Algérie, précoloniale, c'était une Algérie dominée par les Ottomans, mais qui, respectait, si on peut dire, la structure sociale de l'époque, qui était en fait structure tribale, hein. Il y avait que l'islam qui, plus ou moins, unifiait les choses et encore, il y avait des luttes entre les tribus qui étaient musulmanes et lui-même, l'émir Abdelkader, celui qu'on appellera l'émir Abdelkader qui va mener la résistance à la France, heu, lui-même il a pas réussi, il n'a pas gagné la France, tout simplement parce qu'il n'est pas arrivé à agréger autour de lui toutes les tribus d'Algérie. Il a réussi seulement celle de l'Ouest. Mais pour vous dire, Boualem Sansal a dit toute une partie de l'Algérie de l'Ouest était, la possession du Maroc. Ce qui est vrai, c'est attesté par les historiens qui connaissent, cette histoire. Et donc, il était en 61, il y avait eu même un accord entre le FLN qui était avant l'indépendance et le Maroc pour qu'après l'indépendance, l'Algérie rétrocède des territoires au Maroc, parce que ces territoires-là du Maroc avaient été pris par la colonisation française, hein, qui avait élargi en quelque sorte et qui avait pris des territoires, marocains et qui les avait mis comme une possession de la France. Et après l'indépendance, eh bien voilà, heu, l'Algérie évidemment a gardé ses territoires, alors qu'elle s'était engagée à rétrocéder, certains territoires en tout cas. Donc dès le début, vous savez, l'Algérie, c'est l'indépendance 62, en 63, il y a déjà une guerre entre le Maroc et l'Algérie, hein.
C'est ce qu'on Oui, appelait la guerre des absolument. sables, Oui, oui, la guerre qui des était sables, d'ailleurs en défaveur, de l'Algérie. de l'Algérie. C'était l'OUA, l'Organisation de l'Unité Oui. africaine, qui a essayé de, disons, de rabibocher et cetera. Alors revenons aux relations conflictuelles entre, la France et l'Algérie, ce qui nous intéresse. Expliquez-nous ce que sont les accords de 68 dont on parle souvent, puis après ceux de 2007. Pourquoi c'est pourquoi la France, ancienne mère coloniale, a-t-elle fait des accords aussi, on va dire, positifs, avec l'Algérie? Ils l'ont pas fait avec d'autres pays de l'espace colonial français, mais avec l'Algérie, ils ont fait des accords qui sont très pro-Algérie. Pourquoi ça s'est passé comme ça en 68? Oui, en 68, en gros, plus ou moins, bon, moi, je m'intéresse pas de très près à la politique française aujourd'hui, mais à peu près, en 68, oui, il y a eu des accords entre la France et l'Algérie pour favoriser une émigration algérienne par rapport aux autres États. Voilà, c'était ça, et quelques années après quand même, je sais plus, c'est en 2001 peut-être, je ne sais pas, 2007, 2007. 2007, il y a eu des accords, qui permettait disons, de ne pas donner de visa, enfin de rendre de pas À la rendre, nomenclature, nécessaire le visa pour ceux qui étaient détenteurs d'un passeport diplomatique. à la Voilà. nomenclatura, on va dire, Donc c'est absolument. en fait, c'était tout un accord, essentiellement pour favoriser la nomenclatura, algérienne, qui est la plus grande, au niveau de qui est la qui a un discours nationaliste très agressif, mais qui, dès qu'il y a le moindre bobo, ils vont Ils arrivent en cautionner. France. Voilà. Ça, c'est clair. Heu, alors pourquoi la France considère qu'elle a besoin d'émigration, que c'est une population qui vieillit, elle a besoin d'une population jeune, et vous savez, il y a aussi, il va y avoir, je crois que c'est en 74, avec Giscard d'Estaing, il y a le fameux regroupement familial, Oui, oui. et qui va évidemment, déclencher une très grosse, qui va changer complètement d'ailleurs la structure de l'émigration algérienne, parce qu'avant l'émigration algérienne, c'est une immigration qui venait travailler et qui repartait en Algérie. Absolument. À partir de 74, ça va fixer, parce que les enfants qui naissent en France à ce moment disent à leurs parents: «Nous, on est nés en France, on On est veut on est rester on français. est Qu'est-ce français. qu'on va foutre là-bas dans un pays, et cetera?» Bon, voilà. Alors, d'autre part, il faut savoir aussi que, ça c'est Batillor, qui décrit parfaitement tous ces processus, avec des tonnes de documents à l'appui. Il y a un deal entre l'OCI, c'est-à-dire l'Organisation de la Communauté islamique, et les pays européens et la France notamment, pour que, en échange du pétrole, la politique, de ces pays devienne, favorable aux pays arabes, et aussi, reconnaissent la Palestine. C'est du donnant-donnant. On vous donne du pétrole et on fait ça. Ça, c'est attesté, hein, il y a des documents pour ça. Batllor a écrit, Eurabia, sur ça. Il faut absolument lire ce livre, pour comprendre qu'est-ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Voilà, donc pour l'Algérie donc, et la France, et c'est essentiellement une histoire de pétrole, malheureusement pour Est-ce que d'après vous, l'Algérie crée-t-elle volontairement un risque migratoire et terroriste? On parlait à l'époque, vous parliez à l'instant de 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 Battiéor, c'est aussi un peu ce qu'elle dit. Il y a cette Eurabia entraîne des risques terroristes de la part de ce que l'on appelle de manière, un peu vulgaire, les islamistes. Moi, je n'ai jamais compris quelle était la différence entre l'islam et les islamistes, mais en fait, est-ce que donc, d'après vous, c'est une volonté de l'Algérie de, par ce risque migratoire, de favoriser un terrorisme en France? écoutez, ce qui est clair, c'est qu'il y a une adéquation entre terrorisme et immigration. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, 90 ou 95 des attentats terroristes, heu, sont le fait de gens qui font partie des migrations qui viennent du monde musulman, ça c'est clair, Arabo-musulman, et absolument, oui. particulièrement de l'Algérie. Il faut savoir que
heu, quand il y a eu justement quand il y a eu la guerre civile en Algérie entre les islamistes et le pouvoir, il y a énormément d'islamistes qui ont quitté l'Algérie, menacés soi-disant pour leurs opinions politiques et qui ont été acceptés par la France. Donc la France a accepté des centaines, des milliers peut-être, Incroyable. d'islamistes, Donc heu potentiel terroriste, en fait. qui quittaient l'Algérie parce ils auraient été arrêtés ou tués par l'armée et ils arrivaient en France et comme ils étaient menacés soi-disant pour Oui, leur, oui. opinion, eh ben, voilà, ils bénéficiaient, heu alors il y a ça, vous avez ça et puis vous avez, le fait aussi, c'est comment, vous savez ce qu'on vient de dire juste avant, c'est-à-dire qu'à partir de 74, il va y avoir un nouveau statut de l'immigration qui reste en France et qui ne veut pas partir. Les enfants vont être dans un vertige. Moi, j'ai fait un film qui s'appelle «Algérie mes fantômes», j'ai circulé dans toute la France. C'est C'était à la en quête de toutes les Algéries qui avaient existé et qui se retrouvaient toutes côte à côte en France. Mais c'était ça le thème du film. J'avais rencontré beaucoup à l'époque, on les appelait des beurs, des jeunes beurs, Oui. qui disaient ils avaient une sorte de vertige identitaire. Qui on est? Est-ce qu'on est français? Est-ce qu'on est algérien? C'était dans un trouble, terrible. Certains pleuraient même, devant la caméra et les islamistes qui, à ce moment-là, sont de plus en plus nombreux en France, ils sont très intelligents. Ils ont compris que ce trouble devait être exploité, du point de vue des islamistes et ils ont Un fait à ce terreau, c'est moment-là un véritable terreau, absolument. quoi. C'est-à-dire que vous êtes français, mais vous ne pouvez pas être français comme les Français chrétiens, ni les juifs qui sont déjà là. Il faut que vous soyez français en tant que musulman. Et donc, à partir de là, heu, il va y avoir un mouvement, on peut dire islamiste qui se développe de plus en plus en France jusqu'à maintenant et c'est assez terrible. Et c'est à ce moment-là que les fréristes, que les frères musulmans se sont accrochés au wagon de l'islamisme algérien, quoi, j'ai envie de dire. Oui, oui, c'est vous savez les islamistes algériens, d'où ils viennent? C'est les frères musulmans Bien sûr. et les frères musulmans. On c'est comme ça qu'on les appelait en Algérie même, on les appelait les frérots. Ouais, on les Oui, appelait les frérots. les frérots. C'est eux qui ont cette idéologie, islamiste qui veut devenir un État, hein, qui veut une seule solution, disait-il en arabe, une seule solution, l'islam. C'est la théorie des frères musulmans de Hassan Absolument. el-Banna. Hassan el-Banna, absolument, oui. Pourquoi, d'après vous, je reste toujours dans ce conflit ou dans ces relations difficiles entre l'Algérie et la France, pourquoi le gouvernement algérien, donc Tebboune et son gouvernement, refuse constamment de récupérer les OQTF, c'est-à-dire les Algériens qui sont censés être, heu qui sont censés quitter le territoire français, repartir chez eux? Non, les Algériens disent: «Ah non, non, on n'en veut pas». Mais pour quelle raison, d'après vous? Bon, mais là, vous savez, cette mesure a été, enfin, la France a voulu se débarrasser d'un certain nombre de QTF, effectivement. C'est OQTF, c'est obligation de De quitter le quitter le territoire territoire français, oui. français, voilà. Ça, c'est venu dans l'affaire, Sansal. C'est-à-dire que, vous savez, pour la libération de Sansal, il y a eu disons 2 stratégies. Il y avait la stratégie douce, c'est-à-dire on va laisser le Quai d'Orsay gérer l'affaire et obtenir quelque chose. Et puis face à ça, il y avait la stratégie du rapport de force. C'est-à-dire si on ne met pas, disons heu, La pression, oui, la la pression. pression sur le gouvernement algérien, bon, Sansal, il va rester en prison. Et donc l'avocat, par exemple, l'avocat de Sansal qui a été Zimré, François pris Zimré. par, Gallimard, hein, c'est un avocat Ouais, qui a été pris en charge par Gallimard, Zimré. donc il s'appelle Francis, Zimré. Lui-même a fait une conférence de presse il y a pas très longtemps, justement pour dire: «Nous avons cru que cette stratégie douce était suffisante. Manifestement, nous nous sommes trompés et aujourd'hui, je ne vois pas d'autre stratégie que le rapport de force et donc je vais déposer un dossier auprès de l'ONU» et cetera, et cetera. Voilà. Alors, heu
Ça, alors, ensuite, le gouvernement français avec monsieur le ministre avec le ministre, de l'intérieur, pardon, ouais, il ne sait pas comment faire, elle aurait pas voilà. Donc le Retailleau, Oui, c'est la bagarre Retailleau entre les durs incarnés par le ministre, de l'intérieur Retailleau et ceux qui sont pour une position plus douce, celle du président et de son ministre des Affaires étrangères, Barrot. oui, Heu toujours est-il que bon, après, le Quai d'Orsay, on le connaît, c'est un Quai d'Orsay qui est pro-arabe depuis au moins De Gaulle, donc et ben, ça est-ce que vous pensez qu'il finalement bon, il a écopé de 5 ans de prison au lieu des 10 requis par le procureur. Est-ce que vous pensez que finalement, Boualem Sansal va être libéré? alors vous savez, le procès, la première partie du procès, c'était je crois le 20 mars. Il a eu 10 ans de prison. On a requis 10 ans de prison pour lui. Alors c'est sous des prétextes, incroyables, c'est-à-dire, heu, atteinte Espion, à ouais, à la l'intelligence avec sécurité de l'État, intelligence ouais. avec l'ennemi, déstabilisation. Enfin, en tout cas, l'article 87 bis du code pénal algérien qui est destiné à ce que on appelle des terroristes, hein. Mmh. Et donc, heu, c'est quand on connaît Boualem Sansal, qui ne fait pas partie d'aucun qui n'est d'aucun parti politique, qui est d'une extrême gentillesse et douceur, il a des opinions, mais bon, si on est un écrivain qu'on n'a pas d'opinion, il vaut mieux changer de métier, et cetera. Donc, heu, pourquoi subitement le pouvoir, s'attaquer à cet homme? Alors qu'il aurait pu le faire depuis longtemps, parce que les déclarations, disons, très, anti-pouvoir de Sansal, elles sont connues. Mais il était tout le temps entre la France, le monde entier, parce qu'il promouvait son livre, et l'Algérie. Il est venu en Israël en 2012, il a répondu à à la il était invité d'honneur du Salon international du livre à Jérusalem. Il a accepté de venir, c'était public. Parce qu'entre parenthèses, il y a beaucoup d'intellectuels arabes, qui viennent en Israël, mais ils ne le déclarent pas, hein, ça reste incognito. Et lui non, donc normalement, venir en Israël, c'est C'est la un crime. prison, C'est un hein, mais normalement. est-ce que d'après vous, finalement, avec les pressions et la politique douce ou pas douce, dure ou pas dure, est-ce que finalement le gouvernement algérien de Tebboune va libérer Sansal, d'après vous? Alors bon, ce que je disais, c'était que la première partie du procès, c'était, le 20 mars. Une semaine après, il y a eu le verdict dans un procès qui a duré 20 minutes, et on lui a collé, 5 ans, heu, voilà. Et à partir de là, cette précipitation, si vous voulez, a été analysée par certains comme, la possibilité que, Sansal soit libéré au moment de l'Aïd, Srir, la fête de la fin du ramadan qui vient de se passer là, ces jours-ci. Et manifestement, l'Aïd est déjà passé aujourd'hui, il y a pas eu de grâce, comme, prévu. Certains disent à ce moment-là, il y a une date de rattrapage, c'est le 5 juillet parce que c'est la fête de l'indépendance. Mais, moi je suis pas très, optimiste. Il y a quelque chose qui pourrait aller dans ce sens, par contre, c'est d'abord, et qui est matérialisé par une conversation téléphonique qui a eu lieu ces jours-ci. On est quel jour aujourd'hui? Le 2 avril, je crois. C'était le 31 mars, il y a eu une discussion téléphonique entre Macron et Tebboune. Tebboune qui venait de déclarer un jour ou 2 avant que pour lui, le seul interlocuteur valable, c'était Macron, le président de la République, ou bien son ambassadeur, c'est-à-dire son ministre des Affaires étrangères. Et alors, est-ce que ça et cette conversation téléphonique, Macron a parlé de Sansal et il a fait appel à son humanité et cetera. Et en tout cas, ils ont dit qu'il fallait se rencontrer, qu'il fallait, sur le plan économique, il y a des tas de choses à faire ensemble et cetera et cetera. Et ils n'ont pas parlé du tout du problème du Sahara occidental, Non, hein. C'est-à-dire, vous non, vous c'est rappelez que tabou, hein. c'est Macron Ouais, qui, ouais. avait,
avait déclaré que, la marocanité du Sahara occidental et tout d'un coup, c'est plus une question, d'importance. Alors peut-être qu'il y aura mais si vous voulez, en dehors de la pression, parce que là, je crois que l'Algérie a vu que, il y avait quand même que la France, elle avait des menaces assez sérieuses, que ça pouvait être, grave pour D'ailleurs, l'Algérie. on parle d'une accalmie ces derniers jours, depuis hier Oui, mais il y a aussi une autre chose dont j'aimerais pouvoir parler, c'est que, si vous voulez, l'arrestation de Boualem Sansal a mis sur le devant de la scène, le fait qu'en Algérie, il y a des milliers de gens qui sont en prison pour leurs opinions politiques et bon, et c'est essentiellement des Kabyles. Et il y a 38 condamnés à mort parmi eux. Donc ça, c'est important et toutes ces choses, si vous voulez, c'est avec le procé l'arrestation de Sansal a mis, sur le devant de la scène ça et du coup, maintenant, le pouvoir en Algérie est est sur la comment dirais-je? Il est en train de s'apercevoir qu'il a fait un mauvais calcul en arrêtant Sansal, que c'est en train de on n'a jamais parlé autant des Kabyles. Il y a eu des émissions sur France 2, sur BFM TV, et cetera, parlant de la revendication des Kabyles pour, l'indépendance, qui est le président d'ailleurs, le président du gouvernement en exil kabyle, qui s'appelle Ferhat, Mehenni, heu, a été, il est domicilié en France et donc tout ça, voilà, je crois que c'est une des raisons si Sansal est libéré assez précocement, si on peut dire, je pense que ça fait partie des raisons explicatives. faudra d'ailleurs qu'on reparle un jour, ensemble, des Kabyles, de l'Algérie et des Kabyles, de l'Algérie et des Juifs. On n'a pas trop le temps de revenir, ce sont 2 thèmes importants, mais on aura certainement l'occasion de reparler de tous ces thèmes et même de l'Algérie. En tous les cas, merci de vos éclaircissements, Jean-Pierre Yeddo et un dernier vous voulez dire un dernier mot, c'est ça? Je vous laisse le dernier mot. Bah, écoutez, le dernier mot, c'est Est-ce Sansal, que hein, vous êtes d'abord. optimiste? Est-ce que vous êtes optimiste dans les relations entre l'Algérie d'aujourd'hui et la France? Ou ça va encore être on a parlé d'ailleurs de cette je ne vais pas en parler tout de suite, on aura peut-être l'occasion d'en reparler de cette commission mixte d'historiens, enfin et on a l'impression, si vous voulez, que ce passif colonial ne va jamais s'arrêter, qu'il y a une espèce de rente mémorielle. Oui, cette rente mémoriale, c'est Macron qui en a parlé, je crois en 2021. Il s'adressait à des jeunes pieds noirs d'ailleurs, je crois et des jeunes harkis et cetera. Et il leur avait parlé de ça, il leur avait dit: «L'Algérie fonctionne avec cette rente mémoriale et elle est basée sur un système, militaire». C'était, explosif, hein, à l'époque, l'Algérie avait, ramené son ambassadeur et cetera. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, heu, quand on a parlé de l'idéologie nationaliste, de la nécessité pour l'Algérie disons de remettre à chaque fois sur le tapis la question de disons de la colonisation, hein. En s'adressant à des gens qui aujourd'hui les gens qui ont vécu la colonisation sont en train de mourir. Les jeunes savent tant en Algérie que, en France, ils connaissent vraiment pas, cette histoire, mais l'Algérie remet à chaque fois ça sur le plat, en quelque sorte. Tout simplement, c'est toujours pour qu'elle mo ça veut dire qu'elle est en état de faiblesse, ça veut dire qu'elle se sent menacée et il y a la seule chose qui peut encore elle espère, du moins elle escompte, que cela fasse, disons, arrêter un processus, disons, vers la révolution, disons, hein, vers l'explosion, vers la révolte, parce qu'il y a trop de raisons en Algérie pour qu'il y ait la révolte, hein, de la jeunesse. Alors bon, c'est pas pour rien qu'elle veut quitter, l'Algérie. Si les portes étaient ouvertes, il y avait pas besoin de visa pour les États-Unis ou la France et cetera, mais c'est tous les Ce jeunes serait Algériens qui une submersion migratoire, en fait, si oui, on c'est alors voilà, il y a ça et un historien, c'est l'historien français, mais enfin il est juif d'Algérie, Benjamin Stora, c'est quelqu'un qui justement fait beaucoup de mal dans ce sens où, il se veut quasiment l'ambassadeur,
l'ambassadeur idéologique de la France. Heu, il reconnaît pas il veut le discours de Stora est un discours qui est calqué sur le discours du nationalisme algérien. Alors, heu, avec ça je ne comprends pas pourquoi Macron en a fait son historien officiel, puisqu'il lui avait confié à faire un rapport sur la relation, comment gérer les problèmes de la C'est cette colonisation. fameuse commission, mixte d'historiens. On Oui, aura l'occasion d'en reparler, oui, parce que c'est un véritable ouais, sujet, sujet également des harkis, le sujet des Juifs, et de l'Algérie. Le sujet est pas simplement c'est le problème de Benjamin Stora, qui est lui-même juif, d'origine algérienne de Constantine, mais également les Berbères et les Kabyles. Beaucoup de sujets, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Jean-Pierre Yeddo d'être merci à intervenu vous. pour une fois et pas la dernière sur, Tandem TV, et donc à très bientôt pour reparler de tous ces sujets parce qu'il nous faut encore au moins une petite heure. Merci beaucoup, à très bientôt. Au Merci revoir. à vous et au revoir à vos auditeurs. Au revoir. Merci, au revoir.